Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous lire les premiers chapitres du livre L'anatomie de l'État, écrit par Murray Rothbard en 1974. Donc cet ouvrage, signé par l'un des penseurs majeurs du mouvement libertarien, propose une critique radicale et sans concession du rôle de l'État. Un véritable choc intellectuel, ce livre puissant peut être perçu comme clivant, mais c'est justement ce qui fait tout son intérêt. Peu importe votre opinion, je vous invite à l'écouter avec un esprit critique. Vous pourrez ainsi confronter les idées de Rothbard au courant keynésien ou socialiste qui domine largement les débats économiques et politiques aujourd'hui. Ce livre s'inscrit dans le courant anarcho-capitaliste qui prône l'abolition de l'État au profit d'une société reposant sur la propriété privée, les contrats volontaires et des institutions décentralisées pour des services comme la sécurité ou la justice par exemple. Le mouvement considère que les marchés libres et la coopération volontaire sont les moyens les plus efficaces et éthiques pour organiser une société, tout en respectant pleinement la souveraineté individuelle. Donc, cette vision radicale repose sur une critique profonde de l'État perçue par Rothbard comme une entité coercitive et parasitaire. L'auteur y développe des arguments en faveur d'une société sans État, où les individus pourraient interagir librement et pacifiquement. Si l'idée d'un monde sans État vous semble extrême, sachez qu'il existe aussi des auteurs proches de Rothbard qui ne vont pas jusqu'à prôner l'abolition des États, mais qui défendent une réduction drastique de leur rôle, limitée à des tâches purement régaliennes. Donc je vous mettrai un lien pour commander ce livre qui coûte quelques euros sur Amazon, et commençons sans plus attendre la lecture du premier chapitre. Chapitre 1. Ce que l'État n'est pas. L'État est presque universellement considéré comme une institution de service social. Certains théoriciens vénèrent l'État comme l'apothéose de la société, d'autres le considèrent comme une organisation aimable, bien que souvent inefficace, pour la réalisation des buts sociaux. Mais presque tous le considèrent comme un moyen nécessaire pour atteindre les objectifs de l'humanité. Un moyen à comparer au secteur privé et qui souvent gagne cette course aux ressources. Avec l'ascension de la démocratie, l'identification de l'État à la société a redoublé, jusqu'à ce qu'il soit courant d'entendre des propos violant presque tous les principes de la raison et du bon sens, tels que « l'État, c'est nous ». Le terme « nous », utile, a permis de jeter un camouflage idéologique sur la réalité de la vie politique. Si l'État, c'est nous, alors tout ce que l'État fait à un individu est non seulement juste et non tyrannique, mais également volontaire de la part de l'individu concerné. Si l'administration a contracté une énorme dette publique devant être payée en taxant un groupe au bénéfice d'un autre, cette réalité du fardeau est obscurcie en disant que nous le devons à nous-mêmes. Si l'administration mobilise un homme ou le jette en prison pour opinion dissidente, alors il se fait cela à lui-même, et par conséquent rien de fâcheux ne s'est produit. Selon ce raisonnement, les Juifs assassinés par le gouvernement nazi ne le furent pas. Ils doivent plutôt s'être suicidés, car ils étaient le gouvernement, qui fut choisi démocratiquement. Et de fait, tout ce que le gouvernement leur fit était volontaire de leur part. On ne penserait pas nécessaire d'insister sur ce point, et pourtant, un noyau écrasant de la population soutient cette illusion à un degré ou à un autre. Nous devons donc souligner que nous ne sommes pas l'administration n'est pas nous. L'administration ne représente en aucun sens rigoureux la majorité de la population, mais, même le fût-elle, même si 70% de la population décidait d'assassiner les 30% restants, il s'agirait toujours d'un meurtre et non d'un suicide volontaire de la part de la minorité massacrée. Aucune métaphore organiciste, aucune platitude non pertinente selon laquelle nous ferions tous partie les uns des autres ne doit être tolérée, qui obscurcit ce fait fondamental. Si donc l'État n'est pas nous, s'il n'est pas la famille humaine se rassemblant pour décider des problèmes communs, s'il ne s'agit pas d'une loge ni d'un club local, qu'est-il ? Brièvement, l'État est cette organisation dans la société tentant de conserver un monopole de l'usage de la force et de la violence sur une zone territoriale donnée. En particulier, c'est la seule organisation dans la société tirant ses revenus non pas de contributions volontaires ou de rémunération pour services rendus, mais de la coercition. Alors que d'autres individus ou institutions tirent leurs revenus de la production de biens et de services,
et de la vente pacifique et volontaire de ses biens et services à d'autres, l'État tire ses revenus du recours à la force, c'est-à-dire de l'utilisation et de la menace, de la prison et de la baïonnette. Ayant recouru à la force et à la violence pour obtenir ses revenus, l'État continue jusqu'à réglementer et contraindre les autres actes et ses sujets individuels. On pourrait penser que la simple observation de tous les États à travers l'histoire et dans le monde serait preuve suffisante de cette affirmation. Mais les vapeurs du mythe reposent depuis si longtemps sur l'activité de l'État qu'une explication est nécessaire. Chapitre 2. Ce que l'État est. L'homme vient au monde nu, avec le besoin d'utiliser son esprit pour apprendre à prélever les ressources que lui offre la nature et à les transformer, par exemple en investissant du capital, en formes, modèles et endroits où les ressources peuvent être utilisées pour la satisfaction de ses besoins et l'amélioration de son niveau de vie. La seule façon pour l'homme d'y parvenir consiste à utiliser son esprit et son énergie pour transformer les ressources et échanger ses produits contre des produits créés par d'autres. L'homme a découvert que par le biais d'échanges volontaires et mutuels, la productivité et donc le niveau de vie de tous les participants à l'échange peuvent considérablement augmenter. Le seul moyen naturel pour l'homme de survivre et d'atteindre la prospérité consiste ainsi à utiliser son esprit et son énergie pour se lancer dans le processus de production et d'échange. Il y arrive d'abord en trouvant des ressources naturelles, puis en les transformant, en y mélangeant son travail, comme dit Locke, pour en faire sa propriété individuelle, puis en échangeant cette propriété contre la propriété d'autrui obtenue de manière similaire. Le cheminement de la société dicté par les exigences de la nature de l'homme est donc celui des droits de propriété et du libre marché, du don ou de l'échange de tels droits. Par cette voie, les hommes ont appris à éviter les méthodes de la jungle ou se battre pour des ressources rares afin que A puisse les acquérir aux dépens de B, et à la place, à multiplier énormément ses ressources via la production et les échanges pacifiques et harmonieux. Le grand sociologue allemand Franz Oppenheimer souligna qu'il y a deux manières mutuellement exclusives d'acquérir de la richesse, l'une par le mode ci-dessous de production et d'échange, qu'il dénomma le moyen économique. L'autre est plus simple, en ce sens qu'elle n'exige pas de productivité. Elle passe par la saisie des biens et des services d'autrui, par le recours de la force et à la violence. C'est la méthode de confiscation unilatérale du vol des biens d'autrui. C'est la méthode qu'Oppenheimer qualifia de moyen politique vers la prospérité. Il devrait être clair que l'utilisation pacifique de la raison et de l'énergie dans la production est la voie naturelle pour l'homme, les moyens de sa survie et de sa prospérité sur cette terre. Il devrait être tout aussi clair que les moyens coercitifs et d'exploitation sont contraires aux droits naturels. Ils sont parasitaires car au lieu d'ajouter à la production, ils en soustraient. Les moyens politiques siphonnent de la production vers un individu ou un groupe parasitaire et destructeur, et cette aspiration non seulement soustrait au nombre qui produisent, mais réduit également l'incitation du producteur à produire au-delà de sa propre subsistance. À long terme, le voleur détruit sa propre subsistance en étiolant et en éliminant la source de son propre approvisionnement. Mais pas seulement. Même à court terme, le prédateur agit à l'encontre de sa nature véritable d'homme. Nous sommes désormais en mesure de répondre plus amplement à la question « Qu'est-ce que l'État ?» L'État, selon les mots d'Oppenheimer, est l'organisation des moyens politiques, c'est la systématisation du processus prédateur sur un territoire donné. Car au mieux, le crime est sporadique et incertain. Le parasitisme est éphémère, et le mode de vie coercitif et parasitaire peut être interrompu à tout moment par la résistance des victimes. L'État fournit un canal légal, ordonné et systématique à la prédation de la propriété privée. Il rend certain, sûr et relativement paisible le mode de vie de la caste parasitaire de la société. Puisque la production doit toujours précéder la prédation, le marché libre est antérieur à l'État. L'État n'a jamais été créé par un contrat social, il est toujours né de la conquête et de l'exploitation. Le paradigme classique, considérer une tribu conquérante cessant sa méthode ancestrale à base de pillage et d'assassinat d'une tribu conquise, pour réaliser que la persistance du pillage serait plus longue et plus sûre,
et que la situation serait plus agréable si la tribu conquise était autorisée à vivre et à produire, les conquérants s'installant parmi eux comme des dirigeants exigeant un tribut annuel continu. Une démarche donnant naissance à un État pourrait être illustrée comme suit. Dans les collines de la Ruritanie du Sud, un groupe de bandits parvient à obtenir le contrôle physique du territoire, et au final, le bandit en chef se proclame roi de l'État souverain et indépendant de la Ruritanie du Sud. Et si lui et ses hommes ont assez de puissance pour tenir ce régime pendant un moment, tada, un nouvel État a rejoint la famille des États-nations. Et voilà les anciens bandits en chef transformés en noblesse légitime du royaume. Chapitre 3. Comment l'État se préserve. Une fois un État établi, le problème du groupe dirigeant ou caste dirigeante devient comment maintenir son autorité. Bien que la force soit leur modus operandi, leur problème premier et à long terme est idéologique. Car pour continuer à exercer ses fonctions, tout État, pas simplement un État démocratique, doit avoir le soutien de la majorité de ses sujets. Ce soutien, il faut le noter, n'a pas besoin d'être un enthousiasme actif. Il peut bien s'agir d'une résignation passive, comme pour une loi inévitable de la nature. Mais cela doit bien être un soutien, dans le sens d'une certaine acceptation, faute de quoi la minorité des dirigeants de l'État serait au bout de compte dépassée par la résistance active de la majorité du public. Puisque la prédation doit être soutenue par des surplus de production, il est nécessairement vrai que la classe constituant l'État, la bureaucratie et la noblesse à temps plein, doit être une minorité assez petite dans le pays, bien qu'elle puisse, bien sûr, acquérir des alliés parmi les groupes importants de la population. Par conséquent, la tâche principale des dirigeants est de toujours assurer l'acceptation active ou résignée de la majorité des citoyens. Bien sûr, un des moyens de s'assurer un soutien est la création d'intérêts économiques dépendants. Ainsi, le roi, seul, ne peut gouverner. Il lui faut un groupe considérable d'administrateurs qui jouissent des conditions associées au règne, par exemple les membres de l'appareil d'État, tels que la bureaucratie à temps plein ou la noblesse établie. Mais cela n'assure encore qu'une minorité de partisans enthousiastes, et même l'achat par essence de soutien par des subventions et autres octrois de privilèges ne permet toujours pas d'obtenir le consentement de la majorité. Pour cette acceptation essentielle, la majorité doit être persuadée par idéologie que son administration est bonne, sage, au moins inévitable, et certainement meilleure que les alternatives envisageables. Promouvoir cette idéologie auprès du peuple est la tâche sociale vitale des intellectuels. Car la masse des hommes n'inventent pas leurs propres idées ou ne réfléchissent pas à ces idées de par eux-mêmes, ils suivent passivement des idées adoptées et diffusées par le corps des intellectuels. Les intellectuels sont ainsi les modeleurs d'opinion de la société. Et puisque c'est précisément d'un modelage d'opinion que l'État a le plus désespérément besoin, la source de l'alliance de toujours entre l'État et les intellectuels devient claire. Il est évident que l'État a besoin des intellectuels. Pourquoi les intellectuels ont besoin de l'État n'est pas aussi évident. En termes simples, on peut dire que le gagne-pain de l'intellectuel sur le libre marché n'est jamais bien sûr, car l'intellectuel dépend toujours des valeurs et des choix des masses, de ses semblables, et il est précisément caractéristique des masses qu'elles délaissent généralement les questions intellectuelles. L'État, d'autre part, est disposé à offrir aux intellectuels une planque sûre et permanente au sein de l'appareil étatique, et donc un revenu sûr et la panoplie du prestige. Car les intellectuels seront grassement récompensés pour l'importante fonction qu'ils remplissent pour les dirigeants de l'État, dont ils font désormais partie. L'alliance entre l'État et les intellectuels fut symbolisée par le vif désir des professeurs d'université de Berlin au XIXe siècle de former les gardes du corps intellectuel de la maison de Hohenzollern. Notons de nos jours le commentaire révélateur d'un éminent universitaire marxiste concernant l'étude critique du professeur Wittfogel de l'ancien despotisme oriental. Je cite : « La civilisation que le professeur Wittfogel attaque si amèrement fut celle qui aurait pu ériger les poètes et savants en bureaucrates. » Fin de citation. Parmi d'innombrables exemples, citons le développement récent de la science de la stratégie, au service du principal bras armé brandissant la violence, étatique, l'armée. Une institution vénérable, entre autres,
est l'historien officiel ou historien de la cour, dédié à transmettre l'opinion des dirigeants sur leurs propres actions et celles de leurs prédécesseurs. Nombreux et variés furent les arguments avec lesquels l'État et ses intellectuels ont conduit leurs sujets à soutenir leur domination. Brièvement, on peut résumer les principaux arguments comme suit. A. Les dirigeants de l'État sont de grands hommes sages. Ils règnent par droit divin. Ils sont l'aristocratie des hommes. Ils sont des experts scientifiques, bien plus nobles et sages que les sujets, bons mais plutôt limités. Et B. Ils gouvernent dans la mesure où une bureaucratie est inévitable, absolument nécessaire, et bien mieux que les fléaux indescriptibles qui résulteraient de sa chute. L'union de l'Église et l'État fut un de ces dispositifs idéologiques les plus anciens et les plus réussis. Le souverain était soit oint par Dieu, soit, dans le cas de régimes absolus de nombreux despotismes orientaux, était lui-même Dieu. Dès lors, toute résistance à sa loi était un blasphème. Le clergé des États remplissait la simple fonction intellectuelle d'obtenir le soutien populaire, voire le culte des souverains. Une autre tactique efficace fut d'instiller la peur envers tout autre système de règles ou de non-règles. Les dirigeants actuels, a-t-on soutenu, apportent aux citoyens un service essentiel dont ils devraient être spécialement reconnaissants. La protection contre les criminels et les maraudeurs sporadiques. Car l'État, pour préserver son propre monopole de la prédation, a bien veillé à ce que les crimes privés et non systématiques soient maintenus au minimum. L'État a toujours été attentif à sa propre conservation. En particulier, sur les derniers siècles, l'État a réussi à susciter la peur des autres dirigeants étatiques. Comme la superficie du globe a été répartie entre différents États, une des doctrines avancées par l'État consistait à s'identifier avec le territoire qu'il gouvernait. Comme la plupart des hommes tendent à aimer leur patrie, l'identification de cette terre et de son peuple à l'État était un moyen d'exploiter le patriotisme naturel au profit de l'État. Si la Ruritanie était attaquée par la Moldavie, la première tâche de l'État et de ses intellectuels serait de convaincre le peuple de la Ruritanie que l'attaque était vraiment contre lui et pas seulement contre la caste dirigeante. De cette façon, une guerre entre les dirigeants se transformerait en guerre entre les peuples, chaque peuple venant à la défense de ses dirigeants via la croyance erronée que les dirigeants les défendaient. Ce dispositif de nationalisme n'a réussi, chez la civilisation occidentale, que sur les derniers siècles. Et il n'y a pas si longtemps, la masse des sujets considérait les guerres comme des batailles sans importance entre différents groupes de nobles. Les armes idéologiques que l'État fourbit au cours des siècles sont nombreuses et subtiles. Une excellente arme demeure la tradition. Plus longtemps la domination d'un État a pu se préserver, plus cette arme est puissante. Car alors, la dynastie X ou l'État Y a le poids apparent des siècles de tradition en soutien. L'adoration de ses ancêtres devient alors un moyen peu subtil de vénérer ses anciens souverains. Le plus grand danger pour l'État est la critique intellectuelle indépendante. Il n'y a pas de meilleur moyen d'étouffer cette critique que de s'attaquer à toute voix isolée, à quiconque soulève de nouveaux doutes comme violateur profane de la sagesse de ses ancêtres. Une autre force idéologique puissante consiste à dévaloriser l'individu et à exalter la collectivité de la société. Car, comme tout régime donné suppose l'acceptation par la majorité, tout danger idéologique pour ce régime ne peut provenir que d'un ou de quelques individus pensant par eux-mêmes. La nouvelle idée, et encore plus la nouvelle critique, doit émerger comme opinion minoritaire. Dès lors, l'État doit étouffer l'idée dans l'œuf en ridiculisant toute vue qui défie les opinions de la masse. N'écoutez que vos frères, ou adaptez-vous à la société, deviennent ainsi les armes idéologiques pour écraser la dissidence individuelle. Par de telles mesures, les masses n'apprendront jamais l'existence du déguisement de leur empereur. Il est également important que l'État fasse en sorte que son règne semble inévitable. Même si son règne n'est pas apprécié, il aura alors affaire à une résignation passive, comme en témoigne le couplage familier de mort et impôt. Petit aparté. L'auteur fait ici référence à une citation de Benjamin Franklin qui est celle-ci. Notre nouvelle constitution est maintenant établie et a une apparence qui promet la permanence, mais dans ce monde, rien n'est certain, sauf la mort et les impôts. Fin de cette petite aparté, reprenons la lecture.
Une méthode consiste à pousser un déterminisme historiographique par opposition au libre arbitre individuel. Si la dynastie X nous gouverne, c'est parce que les lois inexorables de l'histoire, ou la volonté divine, ou l'absolu, ou les forces matérielles productives l'ont décrété, et rien de ce qu'un frêle individu pourra faire ne peut changer cet inexorable décret. Il est également important que l'État inculque à ses sujets une aversion pour toute théorie complotiste de l'histoire, car la recherche de complots signifie la recherche de motifs et l'attribution de responsabilités pour des fautes historiques. Si cependant toute tyrannie imposée par l'État, ou par vénalité, ou par guerre agressive, fut causée non pas par les dirigeants de l'État, mais par des forces sociales, mystérieuses et ésotériques, ou par l'état imparfait du monde, ou si d'une certaine manière chacun était responsable, nous sommes tous des meurtriers, et il est inutile alors que le peuple s'indigne ou se soulève contre ces méfaits. De plus, une attaque contre les théories du complot signifie que les sujets deviendront plus crédules, croyant au motif de bien-être général, toujours invoqué par l'État, pour se lancer dans une de ses actions despotiques quelconques. Une théorie du complot peut déstabiliser le système en faisant douter l'opinion publique de la propagande idéologique de l'État. Une autre vraie méthode éprouvée pour faire plier les sujets à la volonté de l'État consiste à susciter de la culpabilité. Tout meilleur bien-être privé peut être attaqué comme avidité déraisonnable, matérialisme ou aisance excessive, faire du profit comme exploitation et usure, les échanges mutuellement bénéfiques dénoncés comme égoïsme, et quoi qu'il en soit, la conclusion étant toujours que davantage de ressources devraient être siphonnées du secteur privé vers le secteur public. La culpabilité induite rend le public plus enclin à agir ainsi, car si les individus ont tendance à s'accorder une avidité égoïste, l'échec des dirigeants de l'État à se lancer dans des échanges est censé manifester leur dévouement à des causes plus élevées et plus nobles. La prédation parasitaire étant apparemment supérieure au plan moral et esthétique comparée au travail pacifique et productif. À l'époque actuelle, plus laïque, le droit divin de l'État s'est vu complété par l'invocation d'un nouveau dieu, la science. Le règne de l'État est maintenant proclamé comme étant ultra-scientifique, comme incarné en une planification par des experts. Mais si la raison est invoquée plus qu'au siècle précédent, ce n'est pas la véritable raison de l'individu et son libre arbitre. Elle reste collectiviste et déterministe, impliquant encore des agrégats holistiques et une manipulation coercitive des sujets passifs par leurs dirigeants. L'utilisation croissante du jargon scientifique a permis aux intellectuels étatiques de tisser des apologies obscurantistes du régime étatique qui, à une époque plus simple, n'aurait suscité que dérision chez la population. Un voleur justifiant son vol en se disant vraiment aider ses victimes, donnant par ses dépenses un élan au petit commerce, aurait trouvé peu de convertis. Mais quand cette théorie est masquée en équation keynésienne et en référence impressionnante à l'effet multiplicateur, elle véhicule malheureusement plus de conviction. Et c'est ainsi que la lutte contre le bon sens avance, chaque époque accomplissant la tâche à sa façon. Ainsi, le soutien idéologique étant vital pour l'État, il doit sans cesse tenter d'impressionner le public par sa légitimité, pour distinguer ses activités de celles de simples brigands. La détermination inébranlable de ces attaques contre le bon sens n'est en rien accidentelle, car, comme Mencken l'affirma vivement, l'homme moyen, quelles que soient ses erreurs, sinon au moins, voit clairement que l'administration est chose se trouvant à l'extérieur de lui, hors de la plupart de ses semblables, c'est-à-dire une puissance séparée, indépendante et hostile, seulement en partie sous son contrôle et capable de lui causer grand mal. Est-ce un fait sans importance que voler l'administration soit partout considéré comme un crime de moindre ampleur que voler un individu, voire une entreprise ? Ce qui se cache derrière tout cela, je crois, c'est un sens profond de l'antagonisme fondamental entre l'administration et les gens qu'elle gouverne. Elle est perçue non pas comme un comité de citoyens choisis pour mener les affaires communales de l'ensemble de la population, mais comme une entreprise séparée et autonome, principalement dédiée à l'exploitation de la population pour le bénéfice de ses propres membres. Quand on vole un citoyen privé, on prive un homme de valeur des fruits de son industrie et de son épargne.
Quand on vole l'administration, le pire qui puisse arriver est que certains voleurs et mafieux ont moins d'argent qu'avant pour jouer avec. Jamais l'idée qu'ils aient gagné cet argent n'est envisagée. Pour la plupart des hommes sensés, cela semblerait ridicule. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Je pense que nous pouvons nous en arrêter là pour aujourd'hui. À titre information, nous sommes à peu près à la moitié du livre. Par ailleurs, en lisant ce texte, j'ai réfléchi à certaines réactions que vous pourriez avoir. Peut-être trouvez-vous les propos de Ross Barnes trop extrémistes ou ne reconnaissez-vous pas votre état dans la description qui en est faite. Si c'est le cas, je peux parfaitement le comprendre. Cependant, je vous inviterai à élargir votre perspective. Peut-être que ces mécanismes décrits par Ross Barnes sont à l'œuvre dans d'autres états dans le monde aujourd'hui, parfois de manière insidieuse. Il est également possible que certains de vos ancêtres aient eu à faire face à des systèmes similaires dans votre état par le passé. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette lecture a éveillé votre curiosité et nourri votre réflexion. Merci encore pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt.